guys, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo afin de vous présenter donc vlog lecture. L'année dernière, voire l'année d'avant, j'ai eu la chance de lire Voix éclair tonnerre de l'autrice Myriam Chancy. Donc c'est un roman qui nous invite à nous plonger ou nous replonger au sein du tremblement de terre qui a eu lieu en Haïti en 2010, en janvier 2010. Au sein de ce roman, nous avons 10 personnages, des femmes, des hommes, des enfants, adolescents et adolescentes, qui nous emmènent dans leur quotidien, avant, pendant et après le tremblement de terre, s'il y a un après évidemment. Les différents personnages sont donc dans l'ordre de parution. Malou qui intervient 2 fois dans le roman, donc elle va ouvrir et clôturer ce roman. Malou est la grand-mère d'Anne qui vit en Afrique, au Rwanda. On a également Sarah, on a la jeune Sonia aussi, la femme qui travaillait au gros hôtel Juché dans les hauteurs de Port-au-Prince. Nous avons également Richard, celui qui va faire de l'eau un business. Nous avons Léopold. Un autre personnage très intéressant est Tafia, qui porte le nom de la boisson en Haïti et qui voulait être écrivaine. Nous avons Didier, celui qui découvre ce que signifie être noir en Amérique ou plutôt aux États-Unis. Nous avons Olivier, le père de Jonas. Et tous ces personnages, en fait, nous ont emmenés dans leur quotidien, comme je vous le disais, et j'ai vraiment apprécié. Donc, c'est un texte que j'ai beaucoup noté, notamment au crayon, parce qu'il y avait des choses que je trouvais très belles, notamment dans la traduction, qui a été menée par Chloé Savoie-Bernard. Cet ouvrage m'a été également envoyé par les éditions du Remue-Ménage et la collection Les Martiales, dirigée par Stéphane Martelly. Et je tenais à remercier d'ailleurs toute cette équipe. Je vous laisse donc avec les extraits que j'ai pu sélectionner et j'espère que cette petite lecture, ces extraits vont vous plaire comme ça m'a plu également. Bonne écoute. Dans les telenovelas, les gens pauvres avaient toujours assez à manger. Dans plusieurs scènes, on les voyait avaler des aliments que les gens riches semblaient trouver dégoûtants. Mais quand même, ils avaient de quoi se nourrir. La pauvreté, dans ces émissions, signifiait vivre dans une maison à 2 pièces plutôt que sur 2 étages, peindre ses murs d'un vert ou d'un jaune horrible et ne pas y accrocher de cadre. Les riches disposaient de peintures au cadre doré et de sculptures sur pied. Leur décor était toujours solennel, de même que tout ce qu'ils racontaient. Leur visage l'était aussi, solennel, quand ils se rendaient compte que l'amour de leur vie était corrompu, comme tous les gens qu'ils connaissaient, aussi corrompus qu'ils l'étaient eux-mêmes. Les riches avaient aussi des fenêtres dans leur maison. Leurs voisins vivaient tellement loin qu'ils n'avaient pas à craindre qu'on les espionne. De chez eux, ils profitaient d'une vue sur des collines verdoyantes ou sur des chevaux courant librement. Les pauvres n'avaient tout bonnement pas de fenêtres, que 4 murs et une porte. Les riches possédaient des tas de meubles en bois foncé. Les pauvres, des sofas avachis recouverts d'un drap. Entre le bois et les draps, je préférais les deuxièmes, mais je gardais cette pensée pour moi. Nous avons atteint la maison de Tati avant la nôtre. Elle était en ruine. J'ai compris, en repérant parmi les décombres des bouts de tissu ressemblant aux vêtements de Tati, qu'elle se trouvait là-dessous, morte. C'est à ce moment que j'ai laissé s'échapper mon premier cri. Paul était à côté de moi. Plus tard, Paul m'a raconté avoir imaginé sur le coup que la terre était un tapis volant, se raidissant puis flottant sous nos pieds, comme dans les bandes dessinées. Une chenille ressentait-elle la même chose au moment de s'enfermer dans son cocon? Pendant quelques secondes, nos pieds étaient restés en suspens au-dessus de la terre. Nous avons lévité. Paul m'a dit que pour un instant, il s'était senti libre plutôt qu'apeuré. Ensuite, quand nos pieds avaient de nouveau touché la terre, nos genoux avaient ployé sous le poids de nos corps. Puis, la réalité était revenue brutalement et c'était la matière de cette réalité qui nous assaillait. Notre incapacité à voler, à nous défaire des chaînes qui nous liaient à l'existence. Je n'étais pas la seule à crier.
Tout le monde autour de nous faisait du bruit. Paul avait regardé autour de nous et remarqué de jeunes hommes qui marchaient avec détermination dans la rue, entre les débris, et il les avait pointés du doigt. Plus tard, mais à peine avant le lendemain, il les rejoindrait, plongé dans cette humeur sombre dont il serait difficile de l'extraire. Encore aujourd'hui, je pense à toutes ces vies qui auraient pu être sauvées. Le petit garçon, ses sœurs, des petits anges, leur mère, Sarah, dont le visage portait une opacité semblable à une brûlure. La grande fille, aux airs de mannequin, toujours avec son protecteur éperdu, élégant comme un Doberman. Je pense à tous ces gens qui venaient autrefois au marché, des êtres humains. Léopold, que j'avais seulement vu sur des photographies envoyées par un membre de la branche de ma famille élargie, qui était parti pour Trinidad il y a longtemps. Léopold, venu ici pour faire fortune, confiait sa contrebande en périphérie du marché à des adolescents. Il vivait dans le gros hôtel sur la colline. L'hôtel s'était écroulé comme une pile de dominos. Tout compte, ai-je dit à Anne. Je vais dire, tout le monde. Me suis-je reprise en ouvrant les bras, même si elle ne pouvait pas me voir. Tout le monde. Nous aussi, là, maintenant. Mais qui écoute un Haïtien, un nègre, un homme noir qui prédit une catastrophe? Qui peut croire qu'un nègre a étudié ces choses? Dans une université qu'il étudiait, vit le camp. Car oui, c'est ce qu'il étudiait.